Bonjour, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui et nous allons terminer le travail que nous avons commencé dans les deux vidéos précédentes sur la fiche rouge. Alors aujourd'hui, vous deviez pour aujourd'hui travailler sur le poème de Louis Aragon que nous avons découvert dans la précédente vidéo hier. Et vous aviez des questions que vous deviez préparer pour aujourd'hui, que je vous avais demandé de préparer pour aujourd'hui. Alors peut-être avant rapidement de répondre à ces questions, nous pouvons essayer de rappeler le vocabulaire de la poésie que nous avons déjà étudié. Si on observe ce poème, on se rend compte que c'est un poème composé de 7 strophes, de 5 vers chacune, ce sont des quintiles. C'est un poème très très régulier puisque chaque vers mesure 12 syllabes, ce sont des alexandrins, et dans chaque strophe, les rimes sont disposées exactement de la même manière. On a des rimes embrassées, A, B, B, A, et puis ensuite des rimes croisées, B, A, B, et on a une rime en an qui est reprise tout le long du poème dans chaque strophe, ce qui donne une belle unité à ce poème très régulier. On remarque aussi une absence de ponctuation que l'on avait déjà remarqué dans tous les poèmes que nous avons étudiés de cette même époque, une absence de ponctuation qui sans doute laisse plus de liberté au lecteur, et la liberté, cette notion est très importante ici. Alors, on avait 5 questions que vous deviez travailler, on va voir ces questions les unes après les autres. Alors, dans la première question, vous deviez vous demander qui s'adresse à qui dans ce poème, relever les marques de personnes et retrouver les 3 situations d'énonciation différentes. Je vous rappelle qu'une situation d'énonciation est une situation de communication. Alors, sur le poème, moi je les ai mis en rose. Vous-même, vous pouvez tout à fait, comme nous en avons pris l'habitude en classe, utiliser votre texte comme un brouillon et utiliser des couleurs au lieu de relever, de recopier les mots du texte. Donc ici, j'ai relevé dans la première partie du poème, la deuxième personne du pluriel, vous. On le voit dans les sujets et les compléments ici. Et puis on a des pronoms donc personnels. Et puis on a aussi des déterminants possessifs, vos noms, vos portraits, etc. Donc ici, on a une première situation d'énonciation en rose ici, qui renvoie au poète qui s'adresse aux membres du groupe Manoukian, aux hommes qui sont donc sur la fiche rouge. Et puis ensuite, on a une autre situation d'énonciation. On voit l'apparition du je ici en violet. Donc on a la première personne du singulier, je, moi, me. Et puis on a également des déterminants possessifs, ma Mélinée, mon amour. Donc un jeu qui est ici Manoukian et qui est le Manoukian de la lettre en fait que je vous ai lu hier la lettre à Mélinée, Manoukian qui s'adresse à sa femme, deuxième personne du singulier ici toi. Et puis dans la dernière strophe du poème, on a une troisième situation d'énonciation. On peut relever nos, le déterminant possessif ici, nos frères, qui indique que dans cette strophe-là, c'est le poète qui s'adresse au lecteur, et au lecteur contemporain d'Aragon, assez contemporain, mais au-delà, à tout lecteur, à l'humanité tout entière. Donc 3 situations d'énonciation différentes, du vers 1 au vers 18, du vers 19 au vers 30 et du vers 31 au vers 35. Et donc vous deviez sur votre cahier indiquer qui parle à qui dans chacune de ces 3 parties du poème. Si jamais vous avez besoin de faire pause pour prendre la correction, vous faites pause, bien évidemment. La deuxième question, vous demandez de vous intéresser plus précisément à la dernière strophe et de voir comment les partisans étaient présentés par le poète. Alors pour cela, il fallait relever les mots qui servent à caractériser les partisans dans cette dernière strophe. Alors bien évidemment, vous avez choisi un ordre pour relever ces mots dans l'ordre que vous vouliez. Moi, j'ai choisi un ordre différent. On attend la fin pour prendre la correction. Alors moi j'ai ici relevé d'abord 2 propositions subordonnées relatives qui viennent caractériser les partisans, qui donnaient leur cœur avant le temps, qui criaient la France en s'abattant. Je rappelle qu'une proposition subordonnée relative est un groupe de mots construits autour d'un verbe conjugué et introduit par un pronom relatif. Ces 2 propositions subordonnées relatives, pour l'une, mettent en avant le courage et la générosité des partisans, et puis pour l'autre, le patriotisme des partisans. Donc les partisans sont caractérisés par des propositions subordonnées relatives.
Ils sont caractérisés aussi par les deux mots que j'ai soulignés ici, étranger et frère, ce sont des noms. On remarque que ces deux noms sont opposés et qu'ils sont pourtant mis dans le même vers. On a une belle antithèse ici, et une antithèse qui sans doute répond euh, au racisme nauséabond nazi qui a été utilisé sur la fiche rouge. Donc les partisans sont présentés par des noms. On note ici une antithèse, frère étranger, qui répond au racisme nazi. Les partisans sont aussi caractérisés ici par un adjectif amoureux qui lui-même est complété par un complément de vivre à en mourir. Amoureux de vivre à en mourir met en avant ici l'humanité de ces hommes, qui sont souvent des hommes jeunes, d'ailleurs si on regarde les photos, jeunes et très jeunes, même certains n'étaient même pas majeurs, donc l'humanité de ces hommes. Et puis on a un complément ici qui est assez intéressant, vivre à en mourir, puisqu'on a un rapprochement dans une même expression de deux mots complètement opposés, vivre et mourir. On a ici une belle figure de style que l'on avait déjà observée sur la fiche rouge et qui s'appelle un oxymore. Donc, les partisans sont caractérisés par un adjectif plus un complément, vivre à en mourir, qui rapproche deux idées opposées. Cela s'appelle un oxymore. Alors cela met en avant, Aragon ici met en avant, met en relief le courage, la générosité, l'humanité et le patriotisme des partisans. Si je reviens sur cette dernière strophe, je peux aussi relever une figure de style ici que l'on reconnaît assez facilement et qui s'appelle une métaphore, les fusils fleurir. Alors on a bien sûr l'image de la balle qui sort du fusil comme une fleur. Cette métaphore, sans doute, insiste sur le fait, alors bien sûr, on parle ici du moment où ils ont été tués, après leur condamnation à mort, et cette métaphore met en évidence le fait, sans doute, qu'ils ne sont pas morts pour rien, et qu'il y a renaissance après la mort. L'idée de fleurir, c'est l'idée du printemps, les plantes qui renaissent à chaque fois, à chaque printemps après la mort. La métaphore les fusils fleurir glorifie le sacrifice des hommes, leur mort s'apparente à une renaissance. Et puis on a enfin une autre figure de style que l'on connaît bien maintenant, puisqu'on l'a découverte dans Courage d'Éluard, mais qu'on l'a vue dans d'autres poèmes, une répétition en début de vers, cela s'appelle une anaphore, et une répétition ou une anaphore, cela permet d'insister, et ici la répétition de 23 au début de presque chaque vers, de ces 4 derniers vers ici, glorifie les personnages, chaque membre du groupe Manoukian est mis en avant ici 23, 23 avec cette répétition. L'anaphore 23 insiste encore sur l'hommage rendu à chacun de ces hommes et de ces héros. Donc on a ici la correction de la question numéro 2, si jamais on a ici relevé les mots qui permettent de caractériser, et on a dit à chaque fois à quoi servaient ces mots. On a utilisé nos notions d'analyse littéraire avec les figures de style ici, elles sont en bleu. On a utilisé nos leçons de langue avec la grammaire ici en rouge. Bien, on passe à la troisième question. Comment le peuple français est-il présenté? Alors, je vous avais demandé ici de vous intéresser plus particulièrement aux strophes 2 et 3. Alors, dans ces strophes 2 et 3, si je relève les mots qui servent à présenter le peuple français, les passants, nul ne semblait vous voir, les gens allaient sans yeux, des doigts errants, on voit bien ici que le peuple français est présenté comme très anonyme, oui, très anonyme, et il n'agit pas beaucoup, presque indifférent. Donc l'anonymat définit les habitants de la ville, et c'est l'indifférent qui semble l'emporter, notamment avec presque une image d'un fantôme, les gens allaient sans yeux. Mais cependant, si on regarde ici, on a quand même cet anonymat toujours des doigts errants, mais ceux-là, ils ne sont plus indifférents, puisqu'ils bravent la peur et l'angoisse pour écrire sous les photos, et on voit bien ces gens qui ont écrit sous les affiches qui étaient placardées sur les murs de la ville, et qui font acte de résistance en taguant, par exemple, « Mort pour la France »,
sur les affiches rouges. Et on a retrouvé plusieurs affiches rouges avec écrit Mort sur la France. Et donc on a ici une opposition entre ceux qui vont sans Dieu et qui sont indifférents et ceux qui bravent la peur et l'interdit pour écrire Mort pour la France. Alors, Mort pour la France est une inscription qui figurera après la guerre sur de nombreuses plaques dans les rues et qui figurait déjà pour les morts par exemple de 14-18. Bien, donc c'est l'indifférence qui semble l'emporter, aller sans Dieu, mais les doigts errants, ici, sont mis pour un individu. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait déjà parlé de cette figure de style qui s'appelle une métonymie. On a ici une autre figure de style qui lui ressemble, qui est la synecdote, une partie pour le tout. Donc, on parle des doigts errants pour en fait parler d'un individu. Donc cela montre ceux qui bravent la peur, ces clandestins qui osent écrire et taguer les images ici sur les affiches. On peut revenir ici sur notre... je suis un peu perdue, excusez-moi. On revient ici et on remarque ici une opposition avec la conjonction de coordination mais qui montre bien l'opposition entre ces gens, un peu ces fantômes qui vont sans Dieu et ces doigts errants qui prennent leurs responsabilités. Et donc on a une opposition entre les indifférents qui agissent le jour et les résistants qui agissent plutôt de la nuit et redonnent l'espoir. Les mornes matins en étaient différents. Cette opposition est marquée par la conjonction de subordination, par la conjonction de coordination, mais ici. Voilà donc la correction de la question numéro 3. Ok, on va corriger maintenant la question numéro 4. Quelles sont les indications de temps et de lieu? C'est toujours pareil, qui, quand, où et quoi. Donc on a les indications de temps et de lieu ici, on va là encore relever dans le poème. Donc on va commencer par les indications de temps. Alors dans la première strophe, on repère le 11 ans. Dans la troisième strophe, on repère le moment de la journée, les matins. Dans la strophe d'après, on repère la fin février, et puis on est en hiver ici avec le givre. Et puis on a ici dans la lettre à Mélinée, quand tout sera pliti plus tard en arrivant, une allusion au futur. Et puis on a l'hiver ici sur le moment, le jour de la condamnation, enfin pas de la condamnation mais de la mise à mort. Donc on a ici une opposition entre le passé, il y a 11 ans, cet hiver où ils ont été tués, et puis le futur, lorsque Manoukian fait pour sa femme, imagine l'avenir et le futur, et plutôt un avenir positif. Vous vous souvenez qu'il lui demande d'avoir un enfant, et quelque chose de très généreux ici. Et puis si on relève les indications de lieu, on a les murs de nos villes où sont placardées les affiches. Ici on parle de Paris principalement et des grandes villes françaises occupées. Et puis on a ici, dans la lettre de Manoukian à Mélinée, on a la capitale ici de l'Arménie. Vous vous souvenez, je vous avais montré la carte hier, donc Erivan. Et puis on a ici la colline, alors là c'est la colline du Mont Valérien, où Manoukian a été tué, et où Manoukian et puis ses 23 camarades et où de très nombreux autres résistants ont été tués ici. Il le montre et il y a un vers très très beau, que la nature est belle et que le cœur me fend. C'est un vers qui je trouve est très intéressant, moi en tout cas qui me vient souvent à l'esprit en ce moment lorsque je regarde la nature. En ce moment, on est dans une période un peu particulière, ce confinement, et pourtant la nature qui est comme indifférente est magnifique en ce moment avec le beau temps qu'on a derrière nos fenêtres. Voilà, donc ici on a étudié le temps et le lieu. Donc dans le temps, on a vu l'opposition entre le passé et le futur, l'allusion au passé avec la date du 21 février 1944, l'exécution des membres du groupe Manoukian, il y a 11 ans. Et puis l'évocation du futur, tout sera fini plus tard. Après la guerre, la vie continue et Manoukian est plein d'espoir et de confiance en la vie et en l'humanité. Et il espère pour sa femme une fin heureuse. Et puis, lorsque l'on se
parle du lieu. On a l'allusion à l'atmosphère grise et étouffante de la ville sous l'occupation, cette atmosphère dont on a beaucoup parlé lorsque l'on a lu le poème par exemple Courage, hein, rappelez-vous de Paul Éluard. Paris a froid, Paris a faim, Paris ne mange plus de marrons dans la rue, Paris a mis de vieux vêtements de vieilles. Vous vous souvenez de ce poème ici? Bon voilà, et la difficile condition de Paris pendant l'occupation. Et Manoukian, à l'opposé de cela, décrit une nature lumineuse pour le jour de son exécution. C'est une vision très optimiste, hein. La colline, c'est donc le mont Valérien près de Paris. Et au cours de la Seconde Guerre mondiale, ce mont Valérien était le lieu de l'exécution des résistants et des otages par les Allemands. Et puis on a aussi la référence à Erivan, la capitale de l'Arménie, dont sont originaires Manoukian et sa femme Mélinée. Voilà, là je vous ai remis les images que je vous avais mis hier. 11 ans déjà que cela passe vite, 11 ans, avec la référence au mont Valérien. Et puis Erivan, ici la capitale de l'Arménie. Et puis enfin, vous deviez pour ce dernier travail relever les allusions à la fiche rouge dans le poème. Donc on a cela plutôt dans la deuxième strophe. J'ai souligné ici l'endroit où l'on fait allusion à la fiche rouge. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, noirs de barbe et de nuit hirsutes menaçants. L'affiche qui semblait une tache de sang parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles. On voit l'affiche, la tache de sang bien sûr. Alors là ici on a une belle comparaison, hein, la figure de style comparaison entre l'affiche et la tache de sang qui fait référence à la couleur rouge bien sûr. On a les portraits que l'on avait vus, hein, choisis, exprès, mal coiffés. Donc on a avec les barbes, hirsutes menaçant. Hirsutes cela veut dire mal coiffé justement. Donc on a les allusions à la fiche rouge ici, la comparaison avec la fiche qui semblait une tache de sang qui évoque la couleur rouge de la fiche, avec l'image les photos des partisans, noirs de barbe et de nuit, hirsutes menaçants, cette image très péjorative qui était choisie par les nazis pour cette affiche, et puis les noms difficiles à prononcer dans lesquels ils espéraient faire appel au racisme, hein, et mettre en avant la xénophobie. Hein. Ici, on met la xénophobie dans la propagande nazie. Alors, je vous rappelle que xénophobe, ça veut dire raciste. Xénophobie, ça vient du grec xénos, étranger, et de phobos, la peur. Hein. Phobie, on la voit dans arachnophobie, par exemple, la peur des araignées. Ok. On peut se demander maintenant, et pour conclure, quelle est la fonction de ce poème, et c'est le dernier poème que nous aurons, sur lequel nous allons travailler pour notre séquence, et nous terminons ici avec la fonction de ce poème. Vous pouvez prendre cette conclusion et la noter sur votre cahier, la fonction du poème. Ce poème Strophe pour se souvenir de Louis Aragon remplit une fonction de mémoire, un devoir de mémoire. Il permet que les jeunes générations n'oublient pas ce qui s'est réellement passé pendant cette guerre. La dernière strophe est un hommage rendu à ces hommes, dignes jusqu'au bout, morts pour la France, mais surtout pour des idées, amour, fraternité, égalité, tolérance, liberté. Et le poète les donne en exemple aux générations futures. Alors les générations futures, c'est vous et vos enfants. Et donc vous êtes maintenant que vous avez fait ce travail, vous aussi, des passeurs de mémoire, parce que c'est important de pouvoir raconter et dire ce qui s'est passé avant nous, et avoir en mémoire que la xénophobie, la haine de l'autre, conduit bien souvent à des horreurs. Et c'est ce que vous avez lu dans La Nuit d'Elie Wiesel, c'est ce que nous avons essayé d'expliquer tout au long de cette séquence. Vous avez maintenant, vous aussi, le devoir de mémoire. Vous êtes des passeurs de mémoire. Et c'est sur ces belles paroles que je vous souhaite d'excellentes vacances et que j'espère vous voir à la rentrée et vous pouvoir vous parler de vive voix. Voilà, très bonnes vacances à tous. Félicitations, vraiment un grand, grand bravo à tous ceux qui ont réussi à travailler pendant la classe à la maison. Je suis fière de vous et à bientôt. Au revoir. Au revoir à tous.